Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Jean-Pierre Delouette de m'avoir invité à présenter ces données dans cette session plénière avec tant de têtes d'affiche. Je voulais également remercier deux personnes avec qui je travaille et avec qui c'est un plaisir de travailler, donc Patricia Carrieri et Sandra Kommer. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des données sur l'impact positif d'initier un traitement pour le virus de l'hépatite C chez des usagers de drogue. Alors, peut-être un petit mot sur le fait que cette présentation n'est pas vraiment... je ne parlerai pas de réduction des risques, mais si Jean-Pierre a choisi de la mettre dans cette session, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il faut adapter un petit peu les outils de réduction des risques pour permettre de diminuer l'épidémie de VHC chez les usagers de drogue. Donc aujourd'hui, l'épidémie de VHC est un problème de santé publique mondial puisqu'elle touche 180 millions de personnes dans le monde. En ce qui concerne la co-infection par le VIH et le VHC, elle touche 5 millions de personnes et elle nous intéresse particulièrement puisque chez les co-infectés, 90% des patients sont des usagers de drogue. Grâce au traitement du VIH, donc aux antirétroviraux, les personnes co-infectées par le VIH et le VHC aujourd'hui ne meurent plus des complications du VIH, mais bien plus des complications liées au virus de l'hépatite C, avec une progression vers des maladies hépatiques et vers la cirrhose. Et pourtant, 4% des usagers de drogue qui sont infectés par le virus de l'hépatite C, moins de 4% ont déjà été traités pour le virus. Donc, on peut voir aujourd'hui un intérêt de plus en plus important pour l'accès au traitement du virus de l'hépatite C, mais malheureusement un accès encore trop faible pour les usagers de drogue. Plusieurs raisons viennent expliquer cet accès limité au traitement du virus de l'hépatite C. Et du côté des médecins, on peut ressentir des réticences à initier un traitement chez les usagers de drogue. Pour plusieurs raisons, la crainte de voir la personne se réinfecter à cause de pratiques à risque liées à l'usage de drogue, la crainte que la personne ne soit pas suffisamment observante au traitement aujourd'hui, donc l'interféron et la ribavirine, et également une réponse virologique qui ne serait pas suffisamment élevée pour guérir du virus de l'hépatite C. Une autre raison qui pourrait limiter l'accès au traitement pour les personnes co-infectées par le VIH et le VHC, et qui a été très peu étudiée, c'est... Excusez-moi, j'ai loupé une diapo. Donc, malgré donc toutes ces réticences des médecins à initier un traitement, la littérature scientifique aujourd'hui a montré des résultats tout à fait satisfaisants chez les usagers de drogue traités pour le virus de l'hépatite C. Et notamment, donc, de nombreuses publications ont pu montrer que les usagers de drogue ont une réponse virologique similaire aux personnes infectées par le VHC non usagères de drogue. De même, les usagers de drogue peuvent atteindre un niveau d'observance comparable à l'observance chez des personnes qui ne sont pas consommatrices de drogue. Et donc, la question que je me suis posée à travers donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est est-ce que chez des personnes co-infectées par le VIH et le VHC, le fait d'initier un traitement pour le virus de l'hépatite C va compromettre l'observance aux antirétroviraux, puisqu'on sait que dans des pays où l'accès aux antirétroviraux est développé, toutes les personnes atteintes du VIH sont sous traitement. Donc une des réticences d'un médecin pourrait être est-ce que si on commence un traitement pour le VHC, est-ce que ça ne va pas diminuer l'observance au traitement du VIH? Donc on ne connaît pas la réponse à cette question et c'est pourquoi nous avons étudié les données de la cohorte EPAVI, ANRS EPAVI, pour répondre à cette question. Est-ce que l'initiation d'un traitement pour le VHC va diminuer l'observance aux antirétroviraux? Donc, ces résultats ont fait l'objet donc d'une publication dans le journal Addiction. Nous avons donc avec l'unité INSERM U912 à Marseille la responsabilité donc de la partie sciences sociales de la cohorte, et nous avons donc pu répondre à plusieurs questions liées donc à l'accès au traitement du VHC. Les objectifs de cette étude donc, étaient d'une part d'étudier les déterminants de l'observance aux antirétroviraux chez des personnes co-infectées et d'autre part d'étudier l'impact du traitement VHC sur l'observance aux antirétroviraux.
Donc la cohorte EPAVI, ANRS EPAVI, a démarré donc en octobre 2005 dans 17 services hospitaliers qui prenaient en charge le VIH et le VHC. Les patients donc, ont été recrutés, les patients recrutés avaient donc la double infection VIH1 et hépatite C. Et on n'a pas sélectionné selon le stade clinique, selon le genre ou le groupe de transmission. Nous avons recueilli donc des données cliniques, des données biologiques sur les CD4, la charge virale, sur les scores de fibrose, mais également des données plus socio-comportementales sur les caractéristiques sociodémographiques, les histoires de traitement du VIH et du VHC, les consommations de drogue, d'alcool, les symptômes dépressifs ainsi que les effets secondaires liés au traitement du VIH et du VHC. Pour étudier l'observance aux antirétroviraux, nous avons utilisé une série de 7 questions qui nous ont permis donc de classer les patients selon leur score d'observance, donc observant à 100% ou non observant s'ils étaient observants à moins de 100%. Donc, sur les 1040 patients recrutés dans la cohorte EPAVI, nous avons sélectionné les personnes qui étaient traitées par antirétroviraux et les personnes qui avaient des données d'observance aux antirétroviraux. Donc, l'échantillon étudié concernait 593 patients avec un total de 976 visites. Et parmi donc, dans cet échantillon, 70 patients ont initié un traitement pour le VHC au cours de l'étude EPAVI. Donc on avait un total de 853 visites de patients non traités pour 123 visites de patients traités pour le VHC. Donc nous avons fait une analyse en 3 étapes. Donc une première étape, la première étape a consisté à vérifier s'il n'y avait pas un biais de sélection entre les patients qui initiaient un traitement VHC et leur observance aux antirétroviraux. Est-ce que les patients qui initiaient ces traitements n'étaient pas a priori plus observants que les patients qui n'initiaient pas de traitement? La deuxième étape a consisté à étudier les déterminants de la non-observance aux antirétroviraux. Et dans la troisième étape que je vais vous présenter, donc, nous avons étudié les changements positifs chez les non-traités et les traités pour vérifier l'impact du traitement VHC sur l'observance aux antirétroviraux. Donc, la première étape a donc consisté à étudier la corrélation entre l'observance aux antirétroviraux et l'initiation d'un traitement VHC. Et donc, en comparant ces deux variables, en prenant donc comme variable réponse le fait d'initier un traitement ou non, et en utilisant une régression logistique, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de corrélation entre le fait d'initier un traitement pour le VHC et le fait d'être observant aux antirétroviraux. Donc, ce qui nous permettait d'éliminer un biais de sélection. Dans la deuxième étape, donc, nous avons utilisé une régression logistique basée sur les équations d'estimation généralisée pour étudier les facteurs associés à la non-observance aux antirétroviraux sur un total de 976 visites. Et nous avons trouvé, donc, dans ce tableau, je vous présente donc uniquement les facteurs qui étaient associés donc, à la non-observance aux antirétroviraux. Et on trouve que les patients qui déclaraient avoir des bonnes conditions de logement étaient plus observants. De même, les patients qui démarraient un traitement VHC pendant l'étude EPAVI étaient plus observants aux antirétroviraux. Et les facteurs négatifs, donc on avait l'abus d'alcool à travers la mesure du binge drinking, la survenue de symptômes dépressifs et la consommation de drogue avec une tendance linéaire en fonction du nombre de drogues consommées. Donc la troisième partie des analyses a consisté à vérifier ce résultat qui nous intéressait particulièrement, qui était le fait donc le traitement VHC comme facteur de bonne observance au traitement aux antirétroviraux. Et donc on a pour cela on a comparé les changements positifs d'observance aux antirétroviraux dans les deux groupes de patients, ceux qui avaient démarré des traitements des traitements VHC et ceux qui n'avaient pas été mis sous traitement. Donc on a sélectionné 2 visites pour chaque patient, chez les non traités les 2 dernières visites et chez les traités la visite avant la mise sous traitement et la visite après la mise sous traitement. Et on a considéré qu'un changement positif était défini donc par le fait de rester observant ou de devenir observant aux antirétroviraux.
Donc on a utilisé un test simple, donc un test de Ki2, pour mesurer la différence donc, entre les deux groupes. Et nous avons trouvé donc, que la dynamique de l'observance aux antirétroviraux montrait que chez les patients non traités, 68% avaient un changement positif d'observance aux antirétroviraux, alors que chez les patients traités pour leur VHC, eh bien, on avait plus de 80% qui avaient un changement positif. Donc, même si la tendance n'est pas complètement significative, puisque le P n'est qu'à 0,07, il y a une tendance à la significativité qui dit que l'initiation d'un traitement VHC permet d'augmenter les changements positifs d'observance aux antirétroviraux. Donc, en discussion, ces résultats ont permis de montrer que le fait d'initier un traitement pour le virus de l'hépatite C chez des personnes co-infectées avait un impact positif sur la prise en charge du VIH. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce phénomène. Nous avons pensé à deux hypothèses, qui est celle de l'amélioration de la relation médecin-patient lorsqu'un patient va démarrer un traitement anti-VHC, également un suivi peut-être plus rapproché du staff médical, également démarrer un traitement VHC pour une personne co-infectée, c'est un nouveau défi et c'est un traitement à court terme qui, comparé donc au traitement VIH, est peut-être plus facile à prendre puisqu'il est sur quelques mois, et donc ça peut engager la personne dans une dynamique positive par rapport à la prise de ces médicaments. Cependant, donc, les résultats que nous avons trouvés nous montrent qu'il ne faut pas oublier les facteurs associés à la non-observance aux antirétroviraux et que cette prise en charge doit être pluridisciplinaire puisque des facteurs tels que la vulnérabilité sociale, la prise d'alcool ou de drogue, les symptômes dépressifs, ainsi que bien sûr les effets secondaires sont des facteurs donc, qui peuvent compromettre la prise en charge. Pour replacer un petit peu ces résultats dans le contexte des publications récentes, de nombreuses publications montrent qu'il est important d'initier, donc de favoriser l'accès au traitement VHC. Et une publication récente sortie dans Antiviral Therapy dit que dans la majorité des personnes co-infectées par le VIH et le VHC, le virus de l'hépatite C reste non traité pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées et qui sont tout à fait modifiables. Donc, ces résultats en général montrent qu'il faut encourager les médecins à initier un traitement pour le VHC chez les co-infectés et également nous montrent qu'il est important d'adopter une approche multidisciplinaire et compréhensive avec bien sûr l'intégration d'outils de réduction des risques. De plus, je voulais donc vous faire part d'un article tout récent qui a montré à travers un modèle prédictif assez intéressant que le fait de traiter le virus de l'hépatite C dans des populations où la prévalence est très élevée, même si on les traite à raison d'un petit pourcentage, eh bien, ça peut avoir un impact très positif sur l'incidence à long terme et c'est tout à fait coefficace. Donc, ceci montre qu'il faut bien sûr élargir l'accès au traitement du VHC. Et ceci montre également que comme pour le virus, le VIH, aujourd'hui, donc comme on l'a vu précédemment dans les présentations de la session d'avant, les antirétroviraux sont un outil de prévention puisque une personne traitée ne contaminera plus, ne transmettra plus le virus. Eh bien, le traitement du VHC peut être un outil efficace de prévention primaire notamment chez les usagers de drogue. De plus, donc, l'arrivée de nouvelles options thérapeutiques pour soigner le virus de l'hépatite C permettra donc d'adapter un peu mieux les traitements aux différents profils des patients, de diminuer les durées de traitement et donc de permettre donc une efficacité plus importante. Il est donc important, à travers tous ces résultats, toutes ces dernières publications, il est important donc d'étendre l'accès au traitement pour le VHC, mais pas seulement dans les pays industrialisés, mais également dans les pays où l'épidémie fait rage et donc les pays où il y a une forte prévalence d'usage de drogue. Et je tiens à remercier donc toute la cohorte EPAVI ainsi que les patients qui nous ont permis d'obtenir ces résultats. Merci à vous.